c'est lancé. Alors du coup, je te laisse commencer, Victoire, pour se présenter un petit peu, je pense, pour l'enregistrement. Oui, donc bonjour à tous et à toutes les deux, donc Janice et Marion. Donc moi, je suis Victoire Ditelme et je suis co-animatrice du groupe culture de la France Insoumise avec Martin. Donc du coup, moi c'est Martin, du coup co-animateur du groupe Culture avec Victoire. On peut peut-être vous pouvez vous présenter pour commencer l'audition, comme ça on aura la base. On commencera avec les quelques questions qu'on a préparées après. Et merci beaucoup par ailleurs de nous accorder ce temps très précieux. Janice, à toi. Oui, donc moi je suis Janice Paneux, je suis guide conférencière depuis 34 ans à Paris et puis voilà, en chômage actuellement suite au Covid. Et moi, je m'appelle Marion Clarard, je suis guide conférencière depuis 7 ans à Paris et je suis sans emploi depuis le 13 mars 2020. Oui, hein. Merci beaucoup à toutes les deux de cette première petite présentation. Donc pour l'audition, pour commencer cette audition, on voulait vraiment commencer par une question toute simple, de savoir comment s'était passé pour vous le premier confinement, le déconfinement et comment ça se passe maintenant. Donc vous avez commencé à répondre à cette question. Et donc en somme, avant le Covid et maintenant, qu'est-ce que ça a changé dans vos conditions matérielles d'existence? Donc voilà, c'est un peu une première question pour poser le cadre de cette audition. Alors, pour moi, le premier confinement, c'était très brutal. Pour moi, le dernier service que j'ai effectué, c'était le 14 mars. Pour nous, ça représente le début de la saison touristique, en fait. Donc, on était parti pour toute la saison. Moi, j'avais mon agenda rempli jusqu'en fin novembre. Donc, le confinement, c'était le 17 mars. C'était juste quelques jours avant que j'ai débuté ma saison. Donc, c'était extrêmement brutal. Mais le premier confinement, c'est mieux passé que le deuxième parce qu'on avait encore de l'espoir de travailler. C'est-à-dire, les entreprises nous annulaient tous les mois. Donc, on avait encore du travail possible jusqu'en fin novembre. C'était annulé au fur et à mesure que le Covid avançait. Et nous, on avait toujours espoir que les touristes étrangers allaient revenir parce que moi, c'est plutôt avec les Américains et les Canadiens que je travaille. Et je pensais retravailler au moins à l'automne, comme presque tous nos collègues. Donc, au premier déconfinement, on avait toujours cet espoir de retravailler en septembre. Donc, on a continué à espérer, à faire de la visibilité parce qu'on était quand même oubliés par le gouvernement. Hein, ils n'ont pas donné d'aide, surtout aux salariés comme moi en CDD. Marion va parler pour les auto-entrepreneurs, c'était différent, mais pour les gens qui travaillent en CDD, il n'y avait pas d'aide. Mais on s'inquiétait pas trop parce qu'on avait quand même, pour la plupart, encore des droits au chômage. Par contre, à ce moment maintenant, il y a la plupart des collègues qui ont épuisé le droit au chômage. Donc, le deuxième confinement est très, très dur parce qu'on n'a pas de projet d'avenir. Et puis, toujours pas d'aide du gouvernement. Malgré tous nos flash mobs, on a fait 19 flash mobs depuis le premier déconfinement hein, pour être visible, pour montrer notre désarroi. On a fait une tribune dans le monde. On a écrit de multiples lettres aux ministres, aux députés. On a essayé de tirer l'attention sur le sort de beaucoup de collègues qui tombent franchement dans la précarité parce qu'une fois les droits au chômage épuisés, il n'y a plus rien. Il y a même pas le RSA pour la plupart parce que dès qu'on est propriétaire, on n'a plus le RSA non plus, donc c'est zéro revenu. On a perdu carrément 100% de nos revenus depuis le premier confinement. Donc, on est de plus en plus vers la précarité et la pauvreté. À moi? Oui, Marion. Oui.
Oui. Oui, très bien. Alors, moi, en ce qui me concerne, le premier confinement n'a pas du tout été brutal parce qu'en fait, je crois que j'ai vraiment mis 15 jours à l'entériner. Alors, sur le coup, ça a été très brutal. Moi, ce qui a été le plus brutal, ça a été l'annonce de la fermeture des musées. C'était le 13 mars et je sortais d'une école, hein, parce que moi, je suis plutôt spécialiste des scolaires. Je sortais d'une école dans laquelle j'avais fait des interventions toute la journée. Et c'est quand j'ai vu mon téléphone qui annonçait la fermeture des musées, je me suis dit qu'on vivait quelque chose d'historique. Enfin, j'avais jamais entendu parler des musées qui fermaient, à part le lendemain des attentats, par exemple, pour le Bataclan. Donc, ça a été très dur de ce point de vue-là. Après, j'ai été sidérée. Je pense que j'ai eu un état de sidération pendant bien 15 jours, d'autant plus que les différentes boîtes pour lesquelles je travaillais nous répétaient continuellement que à la semaine du déconfinement, on reprenait. Donc, j'ai plusieurs mails hein, où j'ai des clients, puisque moi, en tant qu'auto-entrepreneur, je ne parle pas d'employeur, mais de clients, qui nous disaient on reprend le 11 mai. Et puis le 11 mai, ils nous ont dit bon, on reprend le 18. Bon, on reprend le 27. Bon, on reprend fin juin. Bon, en fait, on ne reprend pas. Et donc, ça a été une escalade et en même temps une attente. En fait, j'ai eu le trac pendant 3 mois et finalement, j'ai jamais repris. Voilà. Donc, ça a été très particulier. Et le déconfinement aussi. Moi, j'ai commencé à porter des masques pendant le confinement parce que je trouvais ça logique, mais je me suis vite rendu compte que j'arriverais pas à parler pas plus de 20 minutes en fait, à voix haute, forte et intelligible pour que 25 personnes m'entendent dans la rue. Je n'envisageais pas ça. Donc, bah, j'ai pas repris avec le masque, donc je peux pas trop témoigner du coup de ce que ça fait. C'est vrai qu'il y a beaucoup de choses à prendre en compte pour un métier comme le nôtre, qui est la parole dans des lieux bondés. Bon, encore une fois, je ne peux pas dire si les lieux étaient bondés pendant les visites guidées, les quelques visites guidées qui ont pu avoir lieu depuis le déconfinement. Oui, il y a eu une période où ça a pu reprendre, du coup, c'est ça, les visites guidées très courtes, du coup, c'est ça, la rentrée? Non, pas forcément. En fait, il y a quand même des agences qui ont réussi à reprendre quelques visites, des agences bien placées, avec des entrepreneurs surtout. Il y a eu quelques visites, il y a eu des interventions dans les établissements scolaires, par exemple, mais très, très peu. Enfin, moi, si je regarde la boîte pour laquelle je travaillais, jusqu'alors, au mois de septembre, je devais faire, une quinzaine d'interventions. Là, ceux qui en ont eu peut-être 1, 2, pas plus. C'est donc oui, il y a eu des reprises. Il y a aussi des guides qui se sont, qui se sont renouvelés en proposant des visites, par, visio, voilà. Il y en a beaucoup pour qui ça marche très bien, mais c'est quand même, c'est très, très différent de ce qu'on a l'habitude de faire. Donc oui, il y a quand même eu quelques visites qui ont eu lieu. Il y a eu aussi, ces histoires d'interdiction de se réunir à plus de 10 personnes dans la rue. Pendant un bon moment, les guides conférenciers étaient très embêtés parce que, 10 particuliers, ça fait pas grand-chose au final, mais on a eu une dérogation pour pouvoir aller jusqu'à 25 personnes. Donc il avait été précisé dans un décret, que les guides conférenciers, que les personnes titulaires d'une carte professionnelle pouvaient travailler dans la rue avec plus de 10 personnes. Mais ça ne veut pas dire qu'il y a énormément de guides qui en ont profité. Ouais. Parce que toutes les deux, vous l'avez, la carte professionnelle, c'est ça? Que ce Oui, soit d'un oui. CDD ou auto-entrepreneur. Mhm. Mm. Qui est livré sous la tutelle du ministère de la Culture et du ministère du Travail. Donc, c'est une carte qui est obligatoire pour guider dans les monuments et musées, monuments historiques, en fait. Mais dans la rue, on n'a pas besoin de cette carte. Ce qui nous crée pas mal de concurrence déloyale. Oui, c'est ça. En fait, il y a certains collègues qui ont réussi à reprendre un petit peu cet été avec une clientèle française parce que les gens, ils étaient autorisés à partir en France, on était déconfinés. Et puis, je sais qu'à Paris, ils ont essayé de monter quelque chose par la mairie de Paris pour faire travailler certains guides avec une clientèle française. Mais c'était pas très réussi du fait que c'était ouvert
seulement à la fédération, la FNGIC, c'est la fédération des guides et tout le monde ne fait pas partie de cette fédération. Donc, on a trouvé que c'était un peu injuste par rapport à la mairie. Pour les autres guides, ils n'ont pas ouvert l'offre à tout le monde. On a fait part à Daniel Simonet qui a essayé de nous défendre ce problème aussi. Mais autre part, quelques guides ont reçu quelques services cet été avec une clientèle française, mais par rapport aux gens qui travaillent que avec les étrangers comme moi, mais c'est vraiment 100% perte. Ouais. Et en tant qu'auto-entrepreneuse aussi, pendant tout depuis mars, pareil, aucun revenu à part les quelques choses que vous avez pu faire. Si, parce que j'ai cherché quand même. J'ai été contactée par un client. Donc, en fait, j'ai fait une prestation de guidage au mois d'octobre, mais dans des conditions un peu particulières. C'était pas dans un musée, dans un monument. C'était dans un concessionnaire de voitures. Voilà. Ben, on est pluriel, hein, voilà. Moi, je parle des œuvres du Louvre, donc moi, j'étais absolument ravie. J'ai pu parler avec des gens pour la première fois depuis 6 mois. C'était incroyable. Avec le masque, mais là, je parlais pas plus de 5-10 minutes avec les gens. C'est ce qu'on appelle une prestation de point-parole. Donc, les gens nous posent des questions et on y répond. Mais j'ai jamais vu autant de gens en 6 mois. C'était merveilleux. Et j'ai aussi donné des cours d'histoire de l'art avec Paris Anime, donc, qui est l'organisme d'ateliers, d'animation, de cours de danse, etc., de la ville de Paris. Donc, j'ai pu donner des cours d'histoire de l'art de septembre à octobre. Et de toute façon, là, ça va être fini. C'était le vendredi soir à 19h. Avec le confinement qui avait été voté, en fait, j'ai donné mon dernier cours le jour où le confinement a été décrété. Donc, je ne vais de toute façon plus faire ces cours-là si le confinement reprend après le confinement, si le couvre-feu reprend après le deuxième confinement. D'accord. Mais en termes, oui, parce que ça, c'était des revenus que vous avez fait pour des heures travaillées, mais il n'y a eu aucune aide non plus en tant qu'auto-entrepreneuse, d'aide extérieure. Ah oui, moi, j'ai toujours le fonds de solidarité. D'accord. Et c'est mais le fonds de solidarité, c'est enfin, là, il semble que ça ait changé avec le deuxième confinement. On n'y est pas encore puisque la demande sera faite à la fin du mois de novembre. Donc, on n'a pas très bien encore compris comment ça allait fonctionner maintenant. Mais depuis le mois de mars, moi, je touche 1 500 € par mois. D'accord. Et c'est, 1, pas négligeable, 2, absolument inespéré. Moi, en devenant auto-entrepreneur, on m'avait dit que j'aurais jamais le droit à rien. Jamais. Et que je serais vraiment laissée de côté. Et c'est vrai que ça fait 7 ans que je vis avec une épée de Damoclès systématique au-dessus de la tête. Si j'ai un accident du travail, bah, mon client peut pas être tenu pour responsable, c'est forcément moi, même si c'est la voiture qui m'est rentrée dedans. Si je tombe malade, je dois aller travailler. Alors bon, je pense qu'en cas Covid, ce serait différent, mais ça m'est déjà arrivé d'aller travailler avec des gastros. C'est des conditions qui sont quand même vraiment très difficiles. C'est très difficile de travailler en auto-entrepreneur dans ce milieu-là. Et quand j'ai su qu'on allait avoir le fonds de solidarité, j'ai vraiment cru que c'était une blague. C'était une bonne nouvelle. Je me disais non, c'est trop beau pour être vrai, c'est pas possible. Et bah si, c'est possible, mais du coup, il y a un autre sentiment qui a surgi, ça a été la culpabilité. Me dire que qu'auto-entrepreneur, moi qui me sentais un peu la lie de l'entreprise, la lie du travailleur, celui qui n'a absolument aucune couverture, bah là, tout à coup, je me retrouvais privilégiée par rapport à mes collègues en CDD, CDDU, qui eux n'ont rien. J'ai trouvé ça très étrange comme situation et je le pense encore. Oui, parce que... Pardon. Non. Pour préciser qu'il y a 41% de notre profession qui sont en CDD et les autres entrepreneurs et une partie en statut double, c'est-à-dire on peut être auto-entrepreneur et salarié en même temps. C'est-à-dire pour les clientèles individuelles qu'on contacte directement, on est en auto-entrepreneur. Mais depuis l'invention de ce statut que je trouve terrible, tous les jeunes guides qui sont diplômés, ils savent même pas qu'ils ont le droit d'être salariés. Donc, ils sont poussés automatiquement à devenir auto-entrepreneurs. Et les patrons, en fait, des entreprises, ils préfèrent
l'auto-entrepreneuriat parce que c'est beaucoup moins d'administration pour eux, c'est moins coûteux. Donc, tout le monde est poussé en fait vers ce statut qui est injuste parce qu'en fait, on travaille la plupart du temps en subordination pour un patron, donc pour différentes entreprises parce qu'on a des multiples employeurs, mais à chaque fois, il y a subordination. Donc normalement, on devrait être en salarié. Et puis, les salariés, donc, ils cotisent à Pôle emploi. Et puis, il faut ouvrir 910 heures de travail pour avoir des droits. Donc, on travaille en continu, exactement comme les intermittents du spectacle. Et on avait ce statut d'intermittent jusqu'en 2011, quand on était, ils ont repris ce statut, ils nous ont mis tout le monde dans le même panier, c'est-à-dire ARE, l'aide à retour à l'emploi. Et donc, on n'a plus le statut, le régime d'intermittence qu'on réclame parce qu'on a exactement la même situation. Travail discontinu, chômage, cumul de chômage et de travail. Mais on l'a perdu, donc ce qu'on aimerait faire, c'est de retrouver ce statut qui est beaucoup plus protecteur parce qu'on sait que les intermittents du spectacle, eux, ils ont le droit prolongé jusqu'en été 2021 et c'est ce qu'on aimerait faire aussi parce qu'on sait que le tourisme ne va pas revenir avant l'été prochain. Donc, on a un peu peur de ce qui va se passer maintenant parce qu'on arrive tous en fin de droit. On a demandé sans arrêt d'avoir une année blanche pour que cette année du Covid ne compte pas pour nous, qu'on puisse repartir sur une autre année d'indemnisation. Mais on n'a pas de réponse. Le gouvernement nous ignore totalement. Et puis en plus, ils mentent. Ils disent qu'on a le droit au chômage partiel. Que moi, personnellement, j'aurais pu l'avoir si la boîte avait accepté parce que j'avais confirmé tous mes services jusqu'en fin novembre avec une entreprise en particulier qui a refusé de mettre les guides au chômage partiel. Ça nous aurait aidé beaucoup parce que on aurait gagné une année, on n'aura pas perdu nos indemnisations de cette année et puis on aurait eu le chômage partiel. Mais ils ont refusé et le gouvernement n'arrête pas de dire que les intermittents du travail, les salariés précaires, ils ont tous le chômage partiel, ce qui n'est pas du tout vrai. Et puis que tout le monde a des aides. Et comme Marion a bien expliqué, les auto-entrepreneurs ont cette aide de fonds de solidarité jusqu'à la fin de cette année. Après, on ne sait pas ce qui va se passer parce qu'en fait, ce fonds de solidarité était basé sur les revenus de 2019. Donc après, en 2020, personne n'a eu des revenus. Donc, on ne sait pas de quoi ils vont baser d'autres aides futures possibles. Donc, on arrive tout dans un peu d'angoisse de la fin de l'année, pas sachant comment on va survivre après. C'est la fin, cette année, c'est la fin pour tout le monde, en fait, hein, parce que quand on essaye de faire une recharge de droits chez Pôle emploi, on sait par certains collègues qui ont déjà essayé de le faire, qu'ils ont la moitié de ce qu'ils reçoivent maintenant. Par exemple, moi, en ce moment, je reçois 1400 € par mois en indemnité de chômage. Mais avec une recharge, si j'arrive à avoir une recharge par rapport à le travail que j'ai fait en 2019, il est baissé de moitié. Donc, je vais finir avec peut-être 750 € si j'ai cette recharge. Et si je l'ai pas, j'aurai zéro. J'aurai même pas le RSA parce que je suis propriétaire de ma maison. Donc, après, ça va être des aides spécifiques, la banque alimentaire, ce qui pour nous est vraiment humiliant de se trouver dans cette position. Quand on pense en 2019, j'ai gagné en moyenne 2200 € net dans l'année. Donc, ça me fait perdre à peu près 800 € par mois avec mes indemnités que j'ai maintenant. Et puis, pour me retrouver à zéro après. Et puis, pas vraiment d'espoir de reprendre tout de suite. Donc, on a déjà des collègues qui vont à la banque alimentaire pour manger, des collègues qui ont vendu le logement parce qu'ils peuvent plus payer. Donc, on est vraiment dans une situation qui est angoissante, anxiolytique en ce moment. Oui. Victoire, tu as quelque chose à par rapport à cette intervention de Janice, c'est ce à quoi on voulait en arriver, vous poser comme question de savoir, comme dans l'avenir en commun, il y a la proposition d'adapter le régime de l'intermittence aux autres professions artistiques, culturelles, précaires, de savoir ce que vous en pensiez. Donc toi, Janice, tu as clairement répondu en disant que c'était une revendication et donc je voulais qu'on demande également ce que tu en pensais, Marion.
J'avais une mini-question par rapport oui. juste avant cette histoire d'intermittence qui allait dans ce sens-là. Vous disiez qu'avant 2011, vous aviez donc le régime d'indemnisation des intermittents, c'était celui des intermittents du spectacle, ça, c'est les annexes 8 et 10 de la culture, je crois. L'annexe 4 de l'intermittent. L'annexe 4, d'accord. Voilà, c'est ce qu'on... une autre, ok. Et c'était à peu près les mêmes le nombre d'heures à cotiser, enfin à travailler pour pouvoir être couvert, enfin pour pouvoir ouvrir ses droits aussi, c'était à peu près le même genre de... C'était un peu plus d'heures. Un peu plus, quand même, d'accord. On était à 910 et puis les intermittents sont à 610. Bah, ouais. Ils ont... Ouais. Ça a baissé, je crois. Enfin, c'est pas 610, c'est 500. Ça a baissé un peu, oui, c'est ça. 510, ouais. 570, quelque chose comme ça. C'est quand même le double que vous aviez à faire. Oui. Qu'on arrive à faire dans une bonne saison de travail, hein, c'était faisable. Ça permettait à la plupart des guides conférenciers et conférencières de vraiment d'ouvrir ses droits, etc. C'était atteignable pour la majorité de la profession, du coup. Oui, oui. D'accord. Et depuis 2011, cette annexe n'existe plus ou c'est juste vous qui en avez non, été... on l'a plus, il n'existe plus pour nous, non. D'accord. Pour les guides conférenciers. Et je me demandais juste, en écho à ce dont on parlait, parce que cette situation que chez les guides conférenciers, conférencières et même dans beaucoup d'autres secteurs du travail de l'art, les personnes qui arrivent dans entre guillemets, cet horrible mot qu'est le marché du travail, chez les jeunes, notamment chez les artistes auteurs, les plasticiens, les écrivains, les illustrateurs et les dessinateurs, eux ne sont pas non plus formés à ce droit d'avoir des contrats, ce genre de choses. Et pareil, immédiatement, les personnes qui vont les employer leur demandent d'avoir un statut d'auto-entrepreneur. Et on se rend compte qu'en fait, déjà, il n'y a pas les formations dans les écoles là-dessus. Puis, les employeurs poussent au statut d'auto-entrepreneur. Est-ce que vous ne pensez pas, même de ce qu'on voit aujourd'hui, que si les auto-entrepreneurs, entrepreneuses ont des aides, mais que celles et ceux qui sont en CDD n'ont rien, qu'il n'y a pas aussi une volonté peut-être inconsciente de profiter de la situation pour se débarrasser des personnes en CDD et de prendre que des auto-entrepreneurs? Je suis d'accord. Martin, Pardon. Vous êtes cerveau? Parce que c'est... Oh non, malheureusement, on le voit partout, en fait. C'est pour ça que... moi, je voudrais réagir à deux choses. L'auto-entreprise, justement, je ne l'ai pas précisé, et on en parlait avec Janice un peu plus tôt, c'est important de le dire. Moi, j'ai été forcée à le faire. D'accord. Oui, alors quand j'ai fait ma formation de guide conférencier, c'était en 2012-2013. C'était une période un peu étrange parce que justement, il y avait la destruction du régime d'intermittence pour les guides conférenciers, pour les intermittents de la culture et du tourisme, mais je ne le savais pas. Je ne le savais pas à ce moment-là. Ça a été effectivement voté, il me semble, en 2011. Et le temps que chacun épuise ses droits, ça a été vraiment détruit, fini en 2014, me semble-t-il. Moi, en 2012, on m'a dit que j'aurais peut-être un CDI, mais qu'il fallait vraiment pas compter dessus. Et on m'a dit que l'auto-entreprise, c'était quand même ce qu'il y avait de plus courant. Et arrivé sur le marché du travail, moi non plus, j'aime pas trop ce terme, la première agence chez qui j'ai passé un entretien m'a dit c'est auto-entreprise ou rien. Nous, tous nos guides travaillent en auto-entreprise, c'est comme ça a toujours été comme ça, depuis 2006, depuis que ça existe, etc. Je ne me suis pas posé de questions, j'avais besoin de travailler, de payer mon loyer, donc je l'ai fait. Et ensuite, toutes les agences par lesquelles je suis passée ne m'ont jamais posé la question. C'était auto-entreprise, point barre. Pendant 30 ans, j'ai vraiment été rebelle. Pendant peut-être 4 ans, je n'ai pas écrit sur mon CV que j'étais auto-entrepreneur, en me disant, sur un malentendu, ça peut passer. Et non, voilà, j'ai toujours été auto-entreprise. J'ai une agence, pour être tout à fait honnête, qui m'a demandé, qui m'a laissé le choix. Sauf que j'ai refusé parce que, 1, t'es jeune. 2, je croyais que j'étais libre. Erreur de débutante. Et 3, je touchais l'ACRE. Alors, l'ACRE, c'est ACCRE, ça n'existe plus maintenant, c'est ACRE, mais c'était une exonération de charges fiscales pendant 3 ans.
Et l'année où j'ai fait cet entretien, on me proposait un CDD où les visites étaient payées 17 €. Et moi, on me proposait de me payer 101 € la visite, sachant que j'avais que 5% de charge. J'avais l'impression d'être complètement gagnante. Bon, bah, finalement, non, parce que je suis corvéable à merci. On peut disposer de mon emploi du temps et de mon corps et de mon âme à merci, finalement. Donc, Jetable. là, je le ferai différemment. Et pour répondre à la question de Victoire, est-ce que je suis pour l'intermittence? Oui, oui. 100% oui. Moi, j'irais même plus loin parce que je suis du genre un peu utopiste, idéaliste, et j'ai relu 1984 il n'y a pas longtemps, je vais écrire le contraire. 2022 Voilà, voilà. 2022, on est pour les jours heureux et tout ça, ouais, complètement. J'y crois à fond, ça va me porter jusqu'en 2022. Pourquoi alors, je suis pour l'intermittence, bien évidemment, en fait, pour le retour à l'annexe 4, mais j'irai même un peu plus loin. Je pense qu'il y a certaines professions, certains corps de métier, comme le nôtre, comme les guides conférenciers, qui, bien entendu, ça peut être très bien l'auto-entreprise. Si on veut travailler avec un particulier, si ma voisine m'appelle pour faire une visite au Louvre, bien entendu que l'auto-entreprise est le statut qui est le plus adapté à cette transaction. Mais par contre, si c'est une agence de guide ou une entreprise ou une association dont le but, dont la raison d'être est de proposer des visites guidées avec des guides conférenciers encartés, eux ne devraient pas avoir le droit de nous prendre en auto-entreprise. Eux devraient nous salarier. Et donc, je serais vraiment pour imposer le statut, le salariat, avec le régime d'intermittence aux entreprises. Parce qu'il y a trop de dérives et que nous, depuis le premier déconfinement, enfin, non, l'unique déconfinement, pour le moment, il n'y en a pas eu de deuxième, depuis le premier déconfinement, avec des milliers de guides, on s'est rassemblés. Avec Janice et d'autres guides, on a monté un collectif de guides conférenciers, sans étiquette politique, sans syndicat, etc. Juste des guides conférenciers qui discutent et qui essaient de se faire voir, d'être visibles. Et on a beaucoup parlé entre nous et on s'est rendu compte que les gens envisageaient déjà pas le métier de la même manière, mais aussi qu'il y avait vraiment une guéguerre entre CDD et auto-entreprise. Et au final, si on changeait la loi, si l'intermittence redevenait la base dans ce métier, si l'auto-entreprise était une exception pour les gens qui veulent vraiment travailler à leur compte, et ben ça remettrait en place un équilibre dans la profession. Ça ressouderait les gens. Et c'est pas que pour notre profession, c'est pour toutes les professions de la culture et artistique qui sont précaires aujourd'hui, mais qui l'étaient déjà avant. Réfléchir chaque jour à retrouver du travail pour demain, c'est pas humain en fait. Enfin, c'est pas français. Et pour répondre à la question de Martin aussi, est-ce que c'est une volonté politique? J'en suis certaine, parce que je pense qu'on gêne maintenant. Il y a une partie de la population qui travaille, qui ont un métier de nature d'intermittence comme ça, parce qu'il y a 2,2 millions de personnes qui travaillent en intermittence comme ça, parce que tout le monde n'a pas le statut d'intermittent du spectacle. Tous ces gens qui travaillent en extra, comme vous avez dit, pour les jeunes artistes et tout, dans l'événementiel, dans l'hôtellerie, dans la restauration, qui peuvent pas avoir de CDI parce qu'on fait appel à ces personnes quand il y a besoin de travail, c'est demande et offre. Donc, ces personnes-là ne peuvent pas travailler autrement qu'en extra. Si on veut un vacataire, comme on dit pour nous, on travaille quand on nous demande. Donc, je pense que le fait que le gouvernement refuse de nous reconnaître, même avec toute notre visibilité, c'est une preuve qu'on gêne, qu'il aimerait bien ou pousser tout le monde vers l'auto-entrepreneuriat, ou qu'on disparaisse, ou qu'on se reconvertisse pendant le Covid, parce que je pense que c'est beaucoup de gens sont en train de réfléchir à cette situation aussi. Est-ce qu'on cherche une reconversion professionnelle, parce que comment on va vivre en attendant que notre métier revienne. Ouais. C'est une prochaine question peut-être pour la reconversion professionnelle ou avoir un métier, parce que dans la société, il y a beaucoup de gens qui font ça maintenant aussi. Hein. Avoir plusieurs métiers, un métier de secours. Hein. Et il y avait parce qu'on parlait justement des employeurs. Donc il y a des structures privées, des structures publiques qui peuvent vous employer.
C'est ça? Ah, je crois qu'on a peut-être perdu. Ah non, si, la voilà. Oui. Oui. Alors, en fait, j'ai eu un double appel. Ah, pardon. Ok. J'étais avec vous et d'un coup, ça m'a coupé. J'ai pas apprécié. Je ne sais pas si c'était général. Pour le travail, tu réponds. Hein. Ouais. Oui, c'est ça, oui. Si c'est pour le travail, c'est bien plus important. Je ne sais pas. Non, je ne les connais point. Donc, désolé, du coup, j'ai perdu. Non, pas de problème. C'était juste pour demander pour la nature des employeurs. Donc, il y a des structures publiques comme les musées et des entreprises, des associations. Et je voulais savoir, c'est ça du coup, vous avez du public et du privé. Et dans le public, où il y a aussi cette volonté de vous pousser à être auto-entrepreneur, auto-entrepreneuse, alors que c'est des structures publiques, c'est ça? C'est ça. Oui, c'est des entreprises qui travaillent en réceptif pour les agences étrangères. Donc, ils prennent en réceptif et puis c'est eux qui embauchent les guides. Donc, c'est justement ces personnes-là qui n'ont vraiment pas le droit d'embaucher des guides en auto-entrepreneur parce qu'eux, ils sont patrons et puis ils peuvent salarier. Donc, c'est ce que Marion disait, hein, ils ne devraient pas avoir le droit de forcer des guides à être auto-entrepreneurs parce qu'ils peuvent salarier. C'est seulement la clientèle directe, si on veut, que nous, on peut contacter. Qu'avant, on avait la possibilité d'être profession libérale si on avait une clientèle comme ça. Quand j'ai commencé dans le métier, c'était en 1986, hein, et on était ou profession libérale ou salarié. Il n'y avait pas d'autres entrepreneurs comme ça. Donc, ceux qui travaillent beaucoup avec une clientèle directe, ils étaient profession libérale et les autres, si les entreprises, s'ils avaient une clientèle directe, ou on travaillait en association ou en portage salarial pour transférer nos revenus en salaire. Donc, ça existe encore. Hein. Il y a des agences de portage salarial, c'est-à-dire si un client nous paye directement, par exemple, on peut transférer ça en salaire grâce à ces systèmes-là. Donc, à l'époque, il y avait beaucoup de guides qui avaient décidé de se mettre ensemble et créer des associations pour cette raison-là, pour pouvoir se salarier. Parce que c'était difficile de devenir profession libérale, en fait. Il fallait prouver à l'URSSAF qu'on avait une clientèle régulière, parce que j'avais essayé, je crois, en 1987. Ils m'ont refusé parce qu'ils ont dit que la clientèle n'était pas assez régulière. Donc, c'est vrai, c'est un métier qui a eu des difficultés selon les statuts. On a toujours eu la possibilité de rester salarié. Il fallait savoir, c'est tout. Parce que maintenant, on n'explique plus ça aux jeunes guides qu'il y a cette possibilité de rester salarié. Merci à toi de me mettre dans la catégorie des jeunes guides. Mais c'est un rapport à moi. Il y a un autre problème parce que moi, j'ai 62 ans. Je ne peux pas prendre ma retraite parce que je n'ai pas cotisé assez de trimestres. C'est des carrières assez hachées des fois. Bien sûr. Et puis, j'ai travaillé à l'étranger pas mal quand j'étais jeune aussi, donc j'ai pas cotisé en France. Donc, par tous les mois, je vais jamais avoir 42 ans de cotisation. Donc, il faut que je travaille jusqu'à 67 ans. Donc, je suis dans une catégorie de femmes seniors, 62 ans, où je risque pas de me faire embaucher. J'arrive, bonjour, c'est Mamie Janice, il y a plein de jeunes derrière moi. Je comprends. Et je peux pas prendre ma retraite. Et si je la prenais maintenant avec la décote, j'aurais, selon ma simulation, 450 € par mois pour vivre. Donc, il faut que je travaille jusqu'à 67 ans pour avoir, selon la simulation, 840 € par mois pour vivre. Donc, dans tous les cas, il va falloir que je travaille après la retraite à 67 ans aussi. Donc, moi, je demanderais, si vous voulez améliorer l'avenir en commun, de vraiment chercher à avoir ce qu'ils appelaient dans le premier avenir en commun une garantie, je pense, de dignité ou quelque chose comme ça. Comment c'était formulé. Pour moi, ce sera le revenu universel, le socle pour que quelqu'un puisse vivre. Parce qu'en dessous de 1 000 €, avouons-le, c'est impossible de vivre, c'est impossible. Même 1 000 €, c'est le seuil de la pauvreté de nos jours. Hein. De toute façon, nous, on compte relever les minima sociaux au-dessus de ce seuil de pauvreté, ce qui en est équivalent, plus des dispositifs d'aide, de fourniture d'emploi public
près des chômages de longue durée. Mais en fait, on voit que la majorité des professions artistiques ou même des professions créatives à temps de travail discontinues, aujourd'hui, d'autant avec toutes les réformes qui sont enquillées d'année en année pour détruire le système des retraites, aujourd'hui, sont juste dans l'incapacité d'envisager la possibilité de prendre une retraite. En fait. C'est ça. Moi, c'est ce que je me suis dit. Je ne peux pas prendre la retraite. Je peux prendre la retraite, mais il va falloir que je complète avec un autre travail. Ouais. Ce qui n'est pas le principe. J'ai envie d'avoir une retraite. Moi, j'y pense même pas. Moi, je mourrais avant la retraite. C'est ça mon idée. Non, mais on voit beaucoup de professions qui travaillent dans la culture, dans l'art, ou que je dis dans la création. Voilà, ouais, c'est ça, hein, que la retraite est un élément qui n'existe pas. Oui. Ouais. Et est-ce qu'on voit, est-ce que moi-même, en tant que travaille dans le spectacle vivant, je n'y pense absolument pas non plus. Avoir la santé pour les faire aussi. Hein. On ne sait pas comment on va être à 70 ans. Mon âge pivot, ça va être 90 ans, je pense. Non, mais ce qui est un vrai problème, parce que pourtant, ce qui n'est pas dû à une volonté de non travailler, mais à des conditions de travail qui sont telles quelles, qui fait qu'on le travail discontinue, quoi. Combien même. En plus de ça, alors je ne sais pas, ça fait peut-être présomptueux de le dire, mais je le pense vraiment. Moi, ça fait que 7 ans que je travaille dans ce milieu. Avant, j'étais étudiante et j'ai fait des petits boulots, mais rien à voir avec guide conférencier. Et c'est exténuant d'être guide conférencier. La plupart des gens nous disent « Ah bah ça va, tu vas te balader au musée. Ah bah ça va, t'es avec des touristes, t'es toujours en vacances. » Bah non, non, jamais. Nous, pendant que les gens sont en vacances, on travaille. Et comme les gens sont tout le temps en vacances quelque part sur le globe, et qu'ils viennent en France, non, on n'est pas en vacances en fait. Et c'est très, très fatigant. Moi, je travaillais en moyenne 4 à 6 heures par jour. Mais je rentrais, je me couchais. Je ne sortais pas avec mes amis, je devais travailler les visites pour le lendemain. Et au final, je me demande, moi, en ayant commencé à 25 ans, même si j'avais la possibilité d'avoir une retraite, est-ce que je tiendrais avec ce métier comme je l'ai fait maintenant jusqu'à 60, 62, 67 ans, comme l'envisage Janice? Enfin, moi, j'ai envie de dire oui, mais mon corps, là, tout de suite, me fait une crampe dans la jambe et me dit non, non, laisse tomber, ça n'arrivera pas. Donc, c'est exténuant comme métier. Les gens s'en rendent vraiment pas compte. Et on n'est pas des hôtesses. Enfin, si, on peut être des hôtes et des hôtesses parce qu'on sourit, on sait accueillir le public, mais on leur transmet énormément de choses. Et pour une visite de 2 heures, en moyenne, on a 8 à 10 heures de savoir dans le cerveau en vrai. Parce que même si je suis en train de vous présenter Notre-Dame et que quelqu'un me pose une question sur Charlemagne, rien à voir, mais il faut pouvoir répondre. Voilà. Quoique, il y a le statut de Charlemagne juste à côté, donc pas forcément très bon exemple, mais voilà, je pense que vous voyez le principe. En plus de préparer ces visites, un peu comme les professeurs préparent leurs cours, nous, on a forcément d'autres visites à préparer. Donc, quand on ne travaille pas, on n'est pas au repos, en fait. On a bien sûr. D'autres à réviser ou mettre à jour. Moi, je faisais une trentaine de visites différentes et puis il fallait toujours en ajouter tous les ans, on nous demandait d'autres visites à préparer. Donc, c'est jamais fini. Plus la marche toute la journée, on fait au moins 20 000 pas par jour facilement. Ça nous garde en forme, mais c'est vrai. J'avais un collègue à 76 ans qui a fait aussi son dernier service au mois de mars, 76 ans. Et puis, donc, il faut avoir la santé pour continuer. On n'a jamais demandé, pour certains métiers, on a une retraite plus tôt, mais nous, on n'avait jamais vraiment eu cette protection-là. On a peu de protection, en fait, dans ce métier. Il n'y a pas du tout de prise en compte de la pénibilité et des comment dire, des effets sur le corps qu'ont ce métier-là. Mais personne n'a de pénibilité. On n'a jamais. Je pense que on aurait dû avoir des syndicats ou des gens qui nous essayent de travailler pour notre protection sociale et dans ce sens-là, mais on l'a pas eu parce qu'on est que des bénévoles qui nous représentent en fait dans les fédérations. Donc quand on travaille, ils sont comme nous, ils n'ont pas le droit, ils n'ont pas le temps de s'y mettre. Donc on était mal protégés, disons. Toutes ces années-là.
Et pas de médecine du travail, bien entendu. J'ai eu 2 fois dans ma carrière parce bon, c'est pas mal, hein. entreprises qui ont insisté, mais de toute façon, médecine de travail ou pas, on est obligé d'y aller. Même si on est malade, on est obligé d'y aller. Hein. Je vais chez le médecin, mais j'ai pas de médecine du travail. Mais clairement, a tenté de m'arrêter plusieurs fois. Et quand je lui dis, mais je suis auto-entrepreneur, je suis inarrêtable. Ah mince, c'est vrai. Et vous voulez savoir mon expérience d'essayer de me reconvertir en professeur d'anglais? Non, c'est terrible ça. Parce que là, je suis à Pôle emploi. Donc, Pôle emploi, bien sûr, même quand on a cotisé, puis c'est pas une aide, c'est des droits qu'on est en train de puiser là. Une aide, pour moi, c'est après, c'est le RSA et tout le reste, mais pour moi, c'est des droits qu'on a cotisé. Donc, pendant ce temps-là, on est obligé de pointer en tant que chômeur et le Pôle emploi nous envoie constamment des offres d'emploi. Moi, j'ai eu poseuse de Linky, par exemple. J'ai eu grutier. J'ai eu prof de mathématiques, que j'ai jamais fait de mathématiques de ma vie. Donc, ils proposent n'importe quoi comme offre d'emploi. Et puis, récemment, j'ai décidé d'essayer de faire une reconversion en tant que professeur d'anglais, mais il me faut une formation. Donc, j'ai trouvé la formation que je vais commencer en janvier et j'ai demandé à Pôle emploi un financement qu'ils ont refusé parce qu'ils trouvent que j'ai pas besoin de cette formation et que je peux tout de suite aller faire professeur d'anglais. Et j'ai beau expliquer que professeur, c'est un métier qui a besoin de formation, comme guide est un métier, et puis j'ai besoin de cette formation, mais non, ils refusent de financer. Donc, même en faisant ça, on n'a pas les moyens, l'État ne nous aide pas à se remettre dans un autre métier, de se reconvertir. Donc c'est quelque part, c'est coincé pour nous, on ne sait plus où il faut aller pour avancer. On ne peut plus projeter quoi que ce soit. Psychologiquement, c'est très difficile. Et en même temps, c'est logique comme l'éducation nationale, de la même façon que là, on essaye de se débarrasser des gens en CDD au profit des entrepreneurs. Dans l'éducation nationale, ils essayent de la même façon de se débarrasser des professeurs fonctionnaires au profit des vacataires. Donc, ça serait complètement absurde dans leur logique folle qui te propose une formation pour... Vous êtes professeur, Victoire? Quoi? Vous êtes professeur? Ça fait professeur et moi, j'ai la chance d'être fonctionnaire. Oui. Voilà, c'est une chance. Voilà. On ne se bat pas pour que vous puissiez le rester. Voilà. Il faut. Mais c'est vrai que nous, on est en train de réfléchir. On avait, oui, dans l'avenir en commun, comme le disait Victoire, en 2017, il y avait cette proposition d'étendre le régime de droit au chômage d'intermittence à toutes les professions artistiques précaires. En vérité, on se rend compte, on a eu pas mal de retours aussi depuis 2017, déjà en 2017, que ce n'est pas tant une question d'étendre qu'une question d'adaptation aux autres professions artistiques précaires, parce que bien entendu, comme j'ai assez traîné mes guêtres dans les mobilisations d'intermittents pour le jeune âge que je peux avoir, où j'ai assez entendu que, au juste titre, l'intermittence du spectacle existe parce que c'est propre à des conditions de travail et que si les chaudronniers avaient les mêmes conditions, on aurait une intermittence de la chaudronnerie. En fait, on se rend compte qu'il va falloir, qu'il faut trouver plus que pour les professions artistiques, même si elles sont toutes en contact avec cette irrégularité du temps de travail. Il y a beaucoup d'autres professions précaires comme ça. Enfin, je sais que François Ruffin a déposé une proposition de loi dans ce sens-là. Et nous, en fait, on serait partisans dans les travaux qu'on est en train de mettre en place, de réfléchir à une couverture pour les professions discontinues, en fait, dont font partie un nombre incalculable de professions artistiques et culturelles et créatives, et qui serait adapté. Le Code du travail sert à ça, à se décliner selon les professions, et il faudrait aussi le faire, c'est clair et net pour les guides conférenciers et conférencières, parce que comme vous le disiez, il y a une subordination vis-à-vis d'un employeur dans cette chose-là. Donc, vous êtes de fait des salariés, quoi. C'est pas qu'un service en plus donné. Ces entreprises ont besoin de ça pour faire entrer du chiffre, quoi. Donc, il n'y a aucune raison que vous ne soyez pas reconnu en tant que salarié avec les droits qui vont avec.
Oui, l'équipe de François Ruffin m'a envoyé la proposition de loi qui était très, très bien, mais sauf que les guides conférenciers n'étaient pas mentionnés en tant que Ah, on ne sait pas si on était inclus dans le travail intermittent, mais on aurait bien aimé qu'on soit mentionné en noir et blanc, guide conférencier, pour que ça soit pour nous. Parce qu'on a tendance à nous oublier parce qu'on n'est pas nombreux peut-être. Je pense qu'on est 10 000 qui ont la carte, mais tout le monde ne travaille pas tout le temps dans toute la France. Donc, 1000 cartes qui ont été délivrées depuis la réforme de 2012. Donc, les gens qui ont fait la demande de changement de carte et les gens qui l'ont obtenue depuis 2012. Mais apparemment, il n'y aurait que 4500 personnes qui travaillent. ouais. Donc, c'est peut-être qu'on est peu nombreux, qu'on est vite oublié. Mais aussi, tout à l'heure, Janice, tu as dit quelque chose. Alors, je suis d'accord, hein, il n'y a pas de problème. Moi, sur ma carte, il y a marqué ministère de la Culture et du Tourisme. Moi, oui, c'est le tourisme, culture et tourisme. Donc là, on avait un ministère de la Culture et du Tourisme. Et un truc qui est assez rigolo, j'aime pas faire ce geste-là, mais là, il s'y prête. C'est très, très rigolo. C'est que comme maintenant, on a le ministère de la Culture et le secrétariat chargé du tourisme, du coup, ils se renvoient la balle. Ça, Janice l'a subi de plein fouet. Parce que Janice a écrit énormément de lettres. Elle a écrit des lettres au ministère de la Culture et à chaque fois, on nous répond. Je dis nous parce que Janice écrit au nom de tous, mais il y a plein d'autres gens qui l'ont fait. On nous répond un copier-coller en disant oui, mais vous dépendez du tourisme. Parce que moi, par exemple, Marion, qui ne travaille qu'avec des Français, c'est plutôt de la culture que du tourisme. Moi, je pense que sur une année normale, j'ai 75% de franciliens. Donc, je fais plus de la culture que du tourisme. Mais je fais le même métier que Janice, qui, elle, accueille des Américains et des Canadiens en majorité. Donc, elle dépendrait du tourisme. Enfin, c'est pas logique. Il va falloir nous remettre un petit ministère de la Culture et du Tourisme, s'il vous plaît, JLM 2022. Moi, il y a des véritables questions qui se posent sur, même de manière écologique, sur les questions d'attractivité et de tourisme, en fait. C'est-à-dire que la question, est-ce qu'on veut absolument... Il ne s'agit pas de supprimer vos emplois, parce qu'ils sont plus que nécessaires, hein, bien entendu. Mais parce qu'il s'agit... la question qu'on se pose, c'est est-ce qu'on veut absolument faire venir des gens, ou est-ce qu'on veut permettre aux gens qui viennent, aux gens qui sont déjà présents, de pouvoir découvrir ce patrimoine, ces monuments, ces musées, et qui, quoi qu'il arrive, dépendrait du ministère de la Culture, en vérité. Et qui serait relié au tourisme. On aurait assez peu de raisons de les dissocier l'un et l'autre, en fait, c'est ça que je veux dire. C'est-à-dire que pour nous, l'offre, chose qu'on va proposer, et un ministère de la Culture qui s'adresserait à toutes et tous, français ou non français, qui passerait sur le territoire. Donc, il n'y a aucune raison. Oui, ce qui fait une complexité en plus, c'est un renvoi de balles administratif en plus, et pendant ce temps, vous n'avez toujours pas d'argent sur votre compte, quoi. C'est ça qui est assez... Pour nous, nous sommes vraiment les voix du patrimoine. Nous sommes les ambassadeurs de l'excellence française et on a d'un niveau d'études assez élevé pour passer l'examen de guide conférencier, d'avoir la carte professionnelle. La plupart des gens, ils ont une de langue ou de l'histoire de l'art ou dans ces domaines-là. Et on parle au moins une autre langue à part le français. Normalement, on parle 3 langues pour avoir plus de chances de travailler. Et puis, en plus de ça, on a beaucoup de concurrence déloyale parce que Monsieur Macron, dans toute sa sagesse, a décidé que ce métier allait être ouvert à tout le monde, peu importe le diplôme, qu'on a beaucoup manifesté quand il était aux finances. C'est pour ça qu'on ne peut pas supporter maintenant ce qu'il essaye de faire avec son néolibéralisme. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui travaillent sans avoir de diplôme ni de carte professionnelle parce qu'on a perdu la protection de guidage dans les quartiers en 92. Avant ça, il fallait être guide conférencier
encartés pour pouvoir guider dans les quartiers, faire une visite historique de quartier. Et depuis 92, n'importe qui a le droit de faire ça. Donc, il y a plein de petits startups des compagnies étrangères qui sont domiciliées en Irlande et tout ça, qui ont créé des compagnies, qui travaillent avec des étudiants, qui travaillent avec n'importe qui, en fait, qui sont pas diplômés et qui, en fait, nous créent beaucoup de concurrence déloyale. Malheureusement, il y a une partie de ça qui sont, par la mairie de Paris, encouragés, les greeters, par exemple. C'est des gens qui décident qu'ils vont montrer le patrimoine à des étrangers, mais qui n'ont pas de diplôme, et nous prennent une partie de notre clientèle. Et aussi les free tours, comme on les appelle, ceux qui vont fixer un point de rendez-vous, et puis n'importe qui peut venir en touriste, et puis ils sont payés au pourboire, qui pour moi est illégal. Donc, ils n'ont pas de salaire, et à la fin, tous les touristes qui viennent, ils payent au pourboire. On voudrait savoir comment ils se déclarent, ces gens-là, où va l'argent, et puis pourquoi eux, ils ont le droit de travailler et pas nous. Donc, tout ça, c'est des choses qui devraient être protégées et réglementées, je trouve. Bien On est sûr. quand même une profession réglementée par la loi. En fait, c'est qu'on a une profession réglementée, mais pas protégée. Voilà. Là, il y a des choses qui sont déjà en cours. On était contents, mais un peu mitigés, parce que ça fait quand même depuis mars que les guides conférenciers se mobilisent. Et entre eux, on a demandé, bien entendu, une aide immédiate et rétroactive pour tous les guides conférenciers en CDD, CDDU qui n'ont pas pu toucher le chômage partiel ni les aides, et la prolongation du fonds de solidarité au-delà de 2020, parce que les touristes ne reviendront pas avant été 2021, et encore, j'ai encore lu pas mal de statistiques comme quoi c'était plutôt 2022 maintenant. Donc, bon, ça commence à être plus exogène que jamais. Et les free tours et les greeters, effectivement, nous font super peur parce qu'ils ont pignon sur rue. La France Greeters vient de signer un contrat avec un récepteur. On ne comprend pas. Enfin, ils se présentent comme étant les habitants qui vont accueillir les touristes, mais nous, on est... moi, je suis parisienne, j'accueille les gens à Paris, je les accueille chez moi, et comme un greeters, finalement, je leur montre la fois où je me suis cassé la figure dans cet escalier-là à Montmartre. Enfin, je leur refais pas, mais je leur raconte, et ça les fait marrer. Voilà. C'est bien entendu qu'on met des anecdotes personnelles, bien entendu que notre discours n'est pas poussiéreux. Enfin, je ne comprends pas. Et ces gens-là sont encensés par tout le monde. La mairie de Paris leur a accordé une subvention de 10 000 € pendant que les guides conférenciers encartés cherchent à travailler au supermarché en bas de chez eux. Enfin, ça devient quand même un petit peu ubuesque, et c'est pas juste. C'est juste pas juste, en fait. C'est pas ça qui nous arrive. Oui, c'est pas normal que des choses. C'est ce que je disais par rapport aux musées, aux structures publiques. C'est pas normal que de l'argent public contribue à détruire vos travaux, vos emplois formés, quoi. Parce que moi, je pense qu'on est. Corrigez-moi si je me trompe, mais j'ai l'impression qu'on touche aussi à des questions d'éducation artistique et culturelle, en fait, dans votre emploi. Et qui est un pan complètement massacré par des années et des années de néolibéralisme, mais c'est en ça que je disais que ça devrait être relié quand même au ministère de la Culture spécifiquement. Tu vois, parce que c'est quand même, on a besoin de votre savoir-faire, de votre expérience et de votre formation, et de tous ces aspects-là, pour permettre un plus grand accès vaste à ce patrimoine plus riche au monde quasiment qui soit, qu'est la richesse du patrimoine français, et pour permettre de faire en sorte que ce patrimoine ne soit pas que une espèce de collection réactionnaire d'un passé sublimé de la France, mais quelque chose de vivant et constant, avec lequel on développe des rapports sensibles au présent, et que c'est important aussi pour l'enseignement de l'histoire, tout comme l'enseignement et l'affinement des perceptions artistiques et culturelles, quoi. Et la transmission par un être humain, ça n'a rien à voir. Je suis en train de me rendre compte que les musées nous remplacent par des histopades. C'est des sortes de tablettes avec des images et des informations, mais c'est très, très sec et pas très intéressant. Tandis que nous, on a l'impression que notre métier servait à quelque chose, parce qu'on ne transmettait pas seulement des savoirs, mais une passion
du métier. Donc, on a vraiment besoin que notre métier soit valorisé par l'État aussi. Et en valorisant, on nous protégerait. Mais c'est pas ce qui se passe actuellement. On a plutôt l'impression qu'on veut se débarrasser de nous. Ouais. Moi, une proposition que j'aurais bien vue dans l'avenir commun, c'est c'est dur, c'est pas voilà, mais c'est que je sais pas si vous savez, il y a une règle en architecture, en urbanisme qui dit qu'on n'a pas le droit de faire n'importe quoi à moins de 500 mètres d'un lieu protégé. Et il me semble que dans Paris, il y a juste un tout petit square qui se retrouve entre les zones de 500 mètres, mais que tout Paris est protégé. Et donc, c'est un peu un lieu de squat et tout, qui est assez rigolo, où les gens font n'importe quoi, et parce que c'est pas interdit. C'est pas autorisé, mais c'est pas interdit non plus. Je pense que pour nous, il faudrait la même chose. Il faudrait en fait que les guides conférenciers aient l'exclusivité du guidage à 500 mètres autour des musées et monuments. Voilà. Donc, je dis pas autour de la fontaine Saint-Michel, par exemple, parce que c'est pas un musée, c'est pas un monument. C'est un lieu classé, c'est un lieu important qui est protégé. Mais voilà, il y a des endroits qu'on pourrait leur laisser. Mais au moins, si on pouvait être les seuls à parler devant le Louvre, ne pas se retrouver au milieu de 15 groupes de free tour qui ont en plus des amplificateurs de voix qui sont interdits à Paris, mais eux les utilisent parce que ils risquent pas grand-chose, ils n'ont pas de carte professionnelle en jeu. Voilà, ce serait déjà, je pense que ça ferait du bien à énormément de guides conférenciers qui travaillent beaucoup en extérieur. Moi, jusqu'en 2019, je faisais 50% dans les musées et monuments, 50% en extérieur. Là, retourner en extérieur, maintenant, c'est inconcevable, en fait. Si on pouvait être seul à travailler dans les musées aussi, parce que ça, c'est un autre problème. Ils ont trouvé par tous les moyens de contourner les règles de contrôle. Parce que nous, normalement, il faut montrer la carte pour entrer dans un musée. Mais des guides qui ne sont pas encartés, il y a des agences qui les emploient pour y aller avec 2 ou 3 personnes. Et puis, quand ils sont arrêtés, ils disent, oh, je suis avec ma famille. Mais en fait, c'est des guides qui guident avec des petits groupes. Donc, normalement, c'est interdit parce qu'ils n'ont pas la carte de guide. Mais c'est comme ça, ils ont contourné les règles. Rappelle-toi de notre carte professionnelle, Gianni. C'est un magnifique morceau de canson. J'ai vu plein de gens, le seul endroit que je connaisse en Île-de-France qui contrôle vraiment, c'est le château de Versailles. Le château de Versailles, il faut ouvrir la carte, ils la prennent, ils vérifient qu'il y a bien le tampon en relief, que les œillets ne sont pas rouillés parce qu'ils sont en acier inoxydable, etc. Eux, ils vérifient bien. Mais partout ailleurs, on la monte comme ça et les gens font confiance. Mais il suffit de la photocopier. Ça fonctionne très bien si les gens ne vérifient pas. Au Louvre, au château de Versailles, il y a eu beaucoup de problèmes. Donc, ils font très attention, ils sont très zélés sur la question. Mais ailleurs, tout le monde s'en fiche. Et là, les syndicats et la fédération ont plus ou moins obtenu un accord de principe sur le fait qu'on aurait peut-être bientôt une carte sécurisée. Mais j'ai envie de dire, si les 1500 guides deviennent 300 guides conférenciers qui ont réussi à résister à la crise, qui ne se sont pas reconvertis, c'est pas une grande annonce que d'offrir 300 cartes sécurisées à 300 guides extrêmement précaires à ce moment-là. Vous n'avez pas trouvé déprimé, ça va? C'est dur, hein, mais pas tous les deux. Non, ça nous nourrit. Je sais pas si tu as des choses à demander ou ajouter, Victoire. Déjà, pour répondre à la question, non, ça ne nous a pas déprimés. Enfin, c'est vous qui vivez ça. Oui. On est plutôt en. Enfin, je sais pas, je trouve plus le terme exact, mais en solidarité, en empathie et en train de réfléchir à faire comment en 2022 tout ça ne pourra plus être possible. Non, moi, j'ai pas particulièrement de questions supplémentaires. J'ai l'impression que le tour d'horizon qu'on a fait est... Moi, je pourrais peut-être rajouter une mini-chose par rapport à cette proposition d'exclusivité autour des monuments nationaux et des monuments reconnus comme faisant partie du patrimoine. C'est vrai qu'il y a aussi quelque chose qui se pose, un sujet qui se pose, c'est aussi la fiabilité des informations transmises par ces guides-là. Exact. En fait. C'est-à-dire que, parce que vous êtes formé, déjà, à partir de ça, c'est déjà beaucoup. Puis quand même, potentiellement, vous pouvez être contrôlé. Il y a quand même un travail de sérieux qui se pose, qui n'est pas forcément potentiellement le cas
chez des personnes qui sont complètement, qui font ça à l'arrache, quoi. Et que je crois qu'en fait, il va aussi de soi pour des questions d'enseignement, d'éducation artistique et culturelle, comme je disais, et puis de s'assurer que de fiabilité de ce qui est transmis aux touristes, tout comme aux locaux qui voudraient faire ce genre de choses-là, que ce soit des guides conférenciers et conférencières professionnels, formés et certifiés qui aient à transmettre des informations sur ces endroits-là, quoi. En tout cas, ouais. Oui. Il me semble d'ailleurs que quand on parle des free tours et des greeters, c'est la première, c'est le premier point contre le principe des greeters. C'est vrai que nous, on n'y pense même plus tellement c'est la définition. Et en plus, on sait que c'est possible parce qu'il y a des pays où c'est impossible que quelqu'un sans la carte puisse guider dans un monument. En Italie, par exemple, ils ont bien réussi à contrôler et puis réglementer le métier, à quel point un guide qui voit quelqu'un d'autre qui n'est pas guide peut appeler la police et puis les faire arrêter. Chose que nous, on n'a pas le droit de faire en France. Parce qu'il y a quelques années, on a décidé de créer des petits groupes tellement on était désespérés de voir combien de guides n'avaient pas la carte qui guidaient dans le Louvre. On avait décidé nous-mêmes de contrôler. Et puis finalement, on nous a dit qu'on n'avait pas le droit parce qu'on ne pouvait pas demander la carte d'identité à des gens parce qu'on était assermentés, on n'était pas la police. Tandis que d'autres pays, ils arrivent à le faire. Alors pourquoi en France, on n'arrive pas à protéger un métier? Une autre question. Parce que les arts et la culture ne sont pas ce qui intéresse les financiers, je crois. Oui, ça c'est une réponse, mais les autres pays aussi, c'est comme ça. Quand même, le niveau de la formation est bien protégé. Sans culture à la française, sans l'art qui est conservé en France et qui est présent en France, sans l'éducation, il n'y a pas de question. Oui. Voilà. Et moi, je trouve ça incroyable. On dit que le tourisme représente 7% du PIB en France. J'ai vraiment l'impression que c'est la première industrie française. Enfin, après, j'habite à Paris, j'habite dans ce musée à ciel ouvert, mais depuis qu'il n'y a plus les touristes, c'est très, très étrange. J'ai jamais entendu autant de gens parler français dans le centre. Les Chinois me manquent, les anglophones me manquent. Il faut qu'ils reviennent un de ces jours parce que c'est... mais c'est vrai, Janice, je suis sûre que tu es d'accord avec moi. J'attends que ça. 34 ans, je n'aurais jamais pu imaginer une situation comme ça. Je pensais que j'allais pouvoir faire largement après la retraite, continuer à travailler là. J'ai jamais manqué de travail en fait dans le tourisme. C'est la première fois que ça m'arrive, que je me trouve dans cette situation. C'est vrai. Écoutez, merci beaucoup pour ce temps et ces informations très précieuses dont on va prendre compte pour proposer un système qui permette à toutes et tous de travailler dans la sérénité, de bien faire son travail, parce que quand même, on a cette chance en France d'avoir des très bonnes formations, même si les coups de rabot constants les dégradent de plus en plus, mais que c'est un savoir-faire très précieux qu'on va devoir, qu'il est nécessaire de conserver, de perpétuer, et de permettre à celles et ceux qui l'ont de bien vivre et surtout d'en faire profiter au plus grand nombre. Je ne sais pas s'il y a des choses à ajouter, Victoire. Non, c'est un mot de la fin auquel je souscris tout à fait. On vous remercie toutes les deux pour ce témoignage et ces perspectives que vous ouvrez. Merci à vous de nous avoir invités. Oui. Tenez-nous au courant. Hein. Avec grand plaisir. Nous sommes toutes les deux avec vous, avec les Insoumis. Vous êtes bien tombés pour le choix de guide. Bien, merci beaucoup. Merci.